create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action, and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, c'est la deuxième journée de Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal. Et on va débuter sans tarder avec le premier panel de la journée, les métiers du futur en cybersécurité et intelligence artificielle, entre rupture technologique et nouvelles compétences. J'inviterai sur la scène le modérateur Oumar Diallo de Rigelvec Stratégie, Kamel Hadi de l'Université du Québec en Outaouais, Julie Garneau de l'Université du Québec en Outaouais et Bertrand Milot de Bradley et Rollins. Bon panel. Donc bon matin, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je suis très ravi d'être parmi vous ce matin, Montréal Connect, pour parler de ce sujet extrêmement important d'actualité. J'ai le plaisir d'accueillir donc ici à ma gauche Bertrand Milot, fondateur du cabinet Bradley & Rollins, spécialiste de la cyber-résilience, de la gouvernance et du cyber-légal. Il a plus de 20 ans d'expérience en sécurité de l'information et en gestion des risques. Et il a œuvré au sein de grands groupes au Canada et en Europe, notamment Bombardier, Euroclear. Il est aussi passé par KPMG, Richter et chez TMX Group. Et ce que j'aime bien avec Bertrand, c'est qu'il a aussi une casquette académique, puisqu'il est chercheur associé à la chaire de recherche du Canada en cybersécurité. Donc, merci de ta présence. J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir le professeur Kamel Hadi, professeur titulaire à l'UQO et directeur du laboratoire de recherche en sécurité informatique. Ses travaux portent notamment sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la modélisation des politiques de sécurité. Et il joue un rôle clé dans la formation de la prochaine génération d'experts, notamment dans le rapprochement entre les milieux universitaires, l'industrie et les décideurs publics. Donc, bienvenue. Et une chaleureuse bienvenue à Julie, également professeure à l'UQO en relations industrielles. Elle a des travaux qui portent justement sur la transition vers l'économie numérique et les effets de l'industrie 4.0 sur les relations de travail, les compétences et les dynamiques organisationnelles. Elle a fait des recherches comparatives très riches, très intéressantes entre le Québec et le Danemark, qui expliquent la façon dont les acteurs du milieu du travail, employeurs, syndicats, institutions répondent à ces mutations à travers des formes d'expérimentation institutionnelle. Donc, bienvenue Julie. Alors, la première question que j'ai pour vous ce matin, c'est quelles ruptures technologiques redéfinissent aujourd'hui la cybersécurité? Je commence par toi, Bertrand. Eh bien, l'enjeu qu'on a aujourd'hui en 2025 et qu'on a, je dirais, depuis une petite décennie, c'est le fait que la cybercriminalité, depuis son essor en 2014-2015, avec les premiers ransomware très lucratifs pour la cybercriminalité, eh bien, depuis cette période-là, aujourd'hui, on peut dire que la cybercriminalité n'a plus d'enjeu budgétaire et donc est en perpétuelle innovation. Et c'est cette innovation qui nous force à innover, nous, de notre côté, et avoir justement des ruptures technologiques, qui nous force à avoir ces ruptures technologiques parce que les cybercriminels ont déjà cette rupture technologique de leur côté. Je donnerai l'exemple de 2017-2018, où on a vu les premières attaques, cyberattaques orchestrées
complètement par intelligence artificielle à l'échelle mondiale. Évidemment, les cybercriminels, quand il y a eu le botnet Mirai qui leur demandait de faire du travail manuel pour pouvoir rerouter les flux à travers des caméras de sécurité pour pouvoir faire des attaques massives de déni de service, eh bien, on comprend, ils ne veulent plus faire ça manuellement, donc ils demandent à l'intelligence artificielle de faire ça pour eux. Et aujourd'hui, énormément d'attaques, énormément de groupes cybercriminels utilisent l'intelligence artificielle pour perpétrer leurs attaques et accélérer leur processus à la fois de prise de possession numérique et aussi de rançonnage. Merci. Professeur Kani. J'abonderai un peu dans le même sens. Effectivement, rupture technologique. Rupture technologique, je ne sais pas si c'est un processus discret ou... Voilà. J'abonderai un peu dans le même sens. Rupture technologique, c'est la technologie n'arrête pas d'évoluer, donc c'est un processus qui continue. Mais en ce moment, deux éléments importants là, permettent de changer un peu le paradigme qu'on a par rapport à de la cybersécurité. Le premier étant effectivement le développement de l'intelligence artificielle, en particulier le machine learning, qui a quand même donné une impulsion considérable au domaine de la cybersécurité. Que ce soit l'utilisation de l'IA pour automatiser des cyberattaques, l'utilisation de l'IA pour aussi automatiser tout le processus de détection et de réponse aux incidents. Il y a aussi d'autres éléments technologiques qui viennent un peu modifier la donne. C'est l'avènement de l'ordinateur quantique qui permet d'abord de remettre en cause la technologie d'encryption qu'on a jusqu'à date. Par exemple, l'algorithme d'encryption le plus utilisé quand on fait des transactions sur le web, s'appelle RSA. Et RSA, il est très menacé par l'avènement de l'ordinateur quantique parce qu'il ne tiendra plus, sa sécurité va être... c'est prouvé que sa sécurité ne tiendrait pas avec un ordinateur quantique. Sauf que ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça va venir. Après, il y a l'interaction entre le quantique et l'IA. L'ordinateur quantique est capable d'accélérer l'IA pour l'amener à un niveau supérieur et qui va permettre de mener des attaques plus sophistiquées, mais en même temps, on pourra aussi le voir dans l'autre camp où l'IA pourrait aussi nous amener à avoir des vrais systèmes des systèmes qui sont complètement autonomes, qui sont capables de nous protéger, de prendre les bonnes décisions et de faire face à ces attaques-là. Parce que quand vous avez des attaques haute fréquence, là, il n'y a qu'un agent automatique qui pourrait répondre, surtout pas surtout pas l'être humain. Voilà. Puis il y a d'autres aussi, hein, c'est l'IoT aussi. On est en plein l'ère de l'IoT avec la 5G entre autres, et ça augmente considérablement la surface d'attaque, et donc ça nécessite de mettre en place de nouvelles technologies, de nouvelles manières de se protéger, ce qu'on n'avait pas dans le passé. Voilà. Parfait. Merci. Quelques aspects à ajouter là-dessus? Oui, pas d'un point de vue technique, hein, parce que je ne suis pas une spécialiste des technologies, mais les organisations, quand on leur parle de l'IA, des données, en fait, ça s'inscrit dans souvent des stratégies d'optimisation des processus. Donc, on cherche de la donnée, on veut relier de la donnée ensemble pour essayer de bénéficier justement de l'avancée que l'IA peut apporter. Mais là, il faut de la donnée et c'est lorsqu'on a de la donnée qu'elle devient l'enjeu de la sécurité. Donc, ça devient un risque. Et dépendamment des secteurs, effectivement, il y a des secteurs qui sont beaucoup, beaucoup plus... intolérants au risque, notamment dans le secteur industriel. Donc, il y a des secrets industriels qui doivent être protégés. Donc, la cybersécurité devient un risque majeur pour ces organisations-là. Donc, effectivement, c'est la donnée qui est utilisée un peu dans tous les processus de gestion qui amène ce risque-là aussi.
J'aimerais juste ajouter que concrètement, cette boulimie de données est un enjeu qu'on connaît depuis des années, puisque le big data, bien avant, était une hype, il y a quelques années, mais ce qui s'est transformé, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, ce big data qu'on n'a pas été capable de vraiment consommer dans la dernière décennie, on va le consommer avec de l'intelligence artificielle. Ce qui en soi pourrait être une bonne idée, mais en réalité, comme on n'est pas capable de gérer les inférences de l'intelligence artificielle actuellement et la gestion des accès liés à ces inférences, c'est-à-dire le fait de poser des questions détournées à l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les cybercriminels ont été les premiers à faire ça à travers ChatGPT pour pouvoir détourner l'utilisation de ChatGPT. Et ensuite, on crée leur propre GPT, puisque aujourd'hui on a DarkGPT, on a DarkBERT aussi qui existent sur le dark web et qui n'ont pas de limitation en termes d'éthique de réponse pour les cybercriminels, donc créer des scénarios automatisés. Eh bien, toute cette boulimie de données, on va la retrouver de façon exponentielle dans les modèles, et le fait qu'il y ait un défi technologique entre Nvidia aujourd'hui et puis les autres constructeurs comme AMD, de pouvoir consommer des modèles de plus en plus larges, va faire qu'on va toujours aller plus loin pour aller consommer des modèles encore plus larges de données et donc aller gérer ce big data qui nous a fait défaut. Donc c'est comme si on réglait une frustration à travers l'intelligence artificielle, mais en réalité on est en train de créer un trou béant de sécurité à cause des inférences qu'on ne sait pas encore gérer. Oui, tout à fait. Oui, peut-être j'aimerais rajouter parce que la cybersécurité c'est quelque chose qui est transfrontalier, donc ça dépasse les frontières et donc ça nécessite une coopération à l'échelle internationale. Et là, c'est rendu, d'un point de vue technologie, surtout quand on parle de l'apprentissage automatique ou de modèles d'IA, c'est des données, donc il y a toutes les notions qui se posent maintenant en termes de transparence, de modèles, des technologies, il y a aussi tout l'aspect qui permettent c'est quoi la confidentialité qu'on accorderait aux données qui ont entraîné des modèles, etc. Toute la sécurité de l'IA, elle est là. Donc ça pose énormément de problèmes. Et ça commence à devenir un frein parce que la souveraineté, là, la semaine passée, on a organisé un forum sur la souveraineté en cybersécurité. Ça commence à poser un frein parce que c'est des technologies qu'il y a... Je veux dire, d'un point de vue international, il y a tout un truc là où on veut être souverain. Et donc, comment être souverain sur ces technologies en cybersécurité et en même temps, qui nécessite la coopération internationale. Tout ça, ça pose des problèmes qui sont extrêmement complexes. C'est un très bon point, justement, parce qu'en volet géopolitique, on en discutera dans les prochaines minutes. Et pour rebondir là-dessus, parce que ça amène aussi des questions très importantes autour de la gouvernance. Donc, ce que j'aimerais vous entendre justement sur comment les organisations aujourd'hui réévaluent-elles leur gouvernance face à ces menaces émergentes. On a déjà un problème de base qui est encore là, à l'heure où on se parle, c'est la dette technologique. Et les entreprises, les organisations qui n'ont pas encore réglé cette dette technologique et qui ne sont pas encore dans cette transformation numérique créent un fossé encore plus grand par rapport aux entreprises qui ont décidé de faire leur transformation et qui ont décidé de prendre le virage. Cet enjeu-là implique qu'une dette technologique va impliquer une dette de cybersécurité naturelle, puisqu'elle vient avec. Et cette dette de cybersécurité, eh bien, elle est souvent ignorée au même titre que la dette technologique. Ça marche, donc on ne va pas le briser. Je comprends le principe et c'est tout à fait louable de dire que quand ça marche, il ne faut pas le briser. Mais en réalité, la menace ne vient pas de l'interne, la menace vient de l'externe et la menace ne cesse d'évoluer. Donc dire que la dette technologique peut stagner est une erreur. En réalité, c'est les cybercriminels qui décident de l'émancipation de cette dette technologique et de l'accélération de cette dette technologique. Pas les organisations. Donc une organisation qui se dit j'ai pas bougé entre l'année dernière et cette année, donc j'ai pas forcément de changement de mon profil de risque. En réalité, ça n'a jamais été aussi faux, puisque ces risques évoluent en fonction des menaces et les menaces ne cessent d'innover en permanence et sans limite de budget. Ouais, absolument. Professeur Candy ? Je dirais même qu'il y a même une accélération dans le risque
qui était en augmentation constante. Et maintenant, le modèle entreprise ceux qui sont déjà, ils étaient déjà un peu à date là par rapport à faire face aux menaces. Le rythme n'est plus suffisant parce qu'il y a une accélération considérable de la menace, de nouvelles technologies qui apparaissent, etc. Donc il n'y a pas nécessairement une veille. La semaine passée, je parlais avec un collègue, il me dit nous on réévalue chaque soir. Chaque soir, quasiment, il faut réévaluer la menace, etc. Et c'est plus faire une analyse de risque classique, disons, une fois par année, c'est plus suffisant, parce que c'est vraiment en accélération tout le temps. Et puis, donc, il faudrait que les pratiques au niveau organisationnel aussi changent pour être à jour par rapport à l'évolution de ces menaces-là. Julie ? Oui, sur la gouvernance, bien sûr, les organisations doivent s'ajuster, on leur demande d'être plus agiles, mais c'est aussi une gouvernance élargie qu'on voit, parce que les gestionnaires ne peuvent pas faire ça seuls non plus. Ils ont besoin, on leur parle de ressources, mais ils ont besoin aussi de travailler en concert avec les parties prenantes autour d'elles. Et pour moi, bien sûr, j'inclus les travailleurs et leurs syndicats, parce qu'on va parler de formation continue aussi, de conscientisation aussi des employés dans leur utilisation des données, des conséquences possibles, de leur insertion comme individus dans des ensembles beaucoup plus grands. Et quand on parle de géopolitique, effectivement, il y a une grande conscientisation souvent à faire dans les milieux de travail. Donc, les gouvernances élargies, d'après ce qu'on voit dans mes recherches, on le voit, les entreprises ne peuvent pas faire ça seules. Elles doivent aller chercher des ressources avec les partenaires, les universités, les institutions. Puis on pourra parler peut-être un peu plus tard des relations de travail, mais on a quand même des instances de concertation au Québec qui permettraient de traiter de ces enjeux-là. Donc, justement, juste pour revenir sur une gouvernance un peu plus élargie. C'est ça. Exactement. J'aimerais juste rajouter qu'effectivement, si on parle spécifiquement de l'IA, il faut la concevoir aussi comme une menace interne. Je m'explique, je ne suis pas en train de rentrer dans de la fiction où on est dans Terminator, je ne suis pas du tout en train de parler de ça, je suis vraiment en train de parler de cas spécifiques qui sont déjà arrivés. C'est-à-dire où des engins d'intelligence artificielle, il y a une perte de contrôle, soit à travers des aberrations multiples et une perte de qualité et de la cohérence du modèle d'intelligence artificielle qui est utilisé à l'interne localement, ou littéralement sur la consommation des données, une mauvaise consommation, donc en bon français garbage in, garbage out, où on va se retrouver avec des aberrations qui ne sont pas liées cette fois-ci au modèle en lui-même, mais à l'ingestion de les données et la manière de les ingérer. Cette problématique-là devient une menace interne classique de cybersécurité. Évidemment, on est sur un enjeu cyber. On va avoir des cybercrises, si ce n'est déjà le cas, liées à cet enjeu interne. Aujourd'hui, on n'en parle pas parce que je pense qu'une entreprise qui a fait sa transformation digitale vers l'intelligence artificielle à grosse dose ne va pas se vanter d'avoir une intelligence artificielle qui l'a ruinée le jour suivant. Mais ça s'est vu dans les HFT, le High Frequency Trading, ça s'est vu dans les marchés boursiers dans la dernière décennie. Et donc, si c'est arrivé déjà sur une industrie qui a consommé déjà l'intelligence artificielle à haute dose, les systèmes experts et l'automatisation, alors ça va se voir naturellement dans des entreprises qui sont en train de consommer seulement maintenant le processus. Et cet enjeu est un enjeu de gouvernance, est un enjeu d'industrie, puisque il y a de plus en plus de parties prenantes, comme vous le disiez, Julie. Et donc, l'enjeu majeur vient du fait que si on ne fait pas d'exercice de gestion de la cybercrise d'industrie, eh bien, on va se retrouver encore une fois dans une méthodologie de silo sur lequel les impacts de la première, deuxième, troisième couronne de victimisation ne seront pas compris et où l'industrie va être défaillante, alors qu'on parle à la base d'une défaillance interne d'une entreprise. Justement, avec ce qui est arrivé avec l'aluminerie, les Alouettes, donc ça c'est un exemple typique. Donc
Oui, effectivement, la luminerie des Alouettes, typiquement, là, on a un enjeu géopolitique majeur qui s'est positionné, puisque pendant la guerre ukraino-russe, la luminerie des Alouettes a été touchée. En réalité, là où on est persuadé que c'est une revendication du gouvernement russe, eh bien, en réalité, c'est juste le rachat d'une simple position dominante cybercriminelle par le gouvernement russe. Donc là, on voit littéralement la transformation du rançonnage, puisque si vous dites à un groupe cybercriminel, au lieu de devoir rançonner la victime, vous allez pouvoir récupérer l'argent en revendant la position dominante cybercriminelle à un gouvernement, là, ça devient tout bénef, puisqu'il n'y a plus besoin de rançonner, il n'y a plus besoin de faire cet exercice de collection, et on peut revendre la position dominante avant de se révéler comme étant dans les infrastructures. Donc, et les gouvernements vont acheter ces positions dominantes pour simplement pouvoir revendiquer les cyberattaques. Et ça, c'est cette transformation géopolitique qui est en train de se faire de toute manière. Et cette automatisation du côté cybercriminel va permettre de maximiser les positions dominantes au sein d'organisations non révélées et de pouvoir créer un marché de la position dominante à venir, et donc de pouvoir proposer à des gouvernements, des compétiteurs, à une autre phase du marché, des données, des positions dominantes pour continuer le travail de victimisation au-delà du simple marché cybercriminel actuel. Justement, toutes ces organisations, il y a des hommes et des femmes qui sont derrière, ils travaillent, et justement, il y a tout le volet capital humain, compétences. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut préparer ces hommes et ces femmes? Et justement, j'aimerais bien vous entendre sur quelles sont les compétences qui doivent être intégrées maintenant dans les cursus universitaires, justement pour préparer au mieux ces organisations dans ce contexte. En termes de compétences, il faut distinguer deux choses. Le côté technologique qui évolue. Donc, c'est sûr et certain que dans les programmes de formation, nous avons le plaisir de dire que du coup, nous avons un nouveau bachelor en programme de baccalauréat en cybersécurité qui verra le jour probablement à l'automne 2026. Il est en processus d'adoption par le gouvernement du Québec. C'est le premier au Québec. Et donc, nous avons, quand nous avons développé ce programme-là, évidemment, on a regardé c'est quoi les cadres de compétences, entre autres les cadres de compétences canadiens, qui lui-même a inspiré à une adaptation du cadre américain, le NIST. Et donc, on a regardé ça, c'est quoi les compétences qu'on aimerait donner à nos futurs bacheliers pour qu'ils exercent pleinement dans l'industrie, au gouvernement, peu importe. Et donc, ce qui ressort en premier, c'est d'avoir, la cybersécurité, comme particulier, d'avoir une culture un peu multidisciplinaire. Donc là, cet aspect-là est important. Évidemment, le côté technique, parce que nous formons des gens qui sont capables de créer des technologies de cybersécurité ou de sécuriser des systèmes. Donc, ils doivent avoir cette compétence technique. Et évidemment, je pense aux nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, de tout ce qui est IoT, les chaînes de blocs, l'informatique quantique, etc. Tout ça, c'est des choses de base que nous essayons de transmettre à nos futurs diplômés. Mais en fait, ce qu'on veut avant tout aussi, c'est leur donner cette compétence d'avoir une agilité, de pouvoir s'adapter à la technologie, parce que la technologie, comme j'ai dit, aujourd'hui on parle de l'IA, peut-être demain on va parler d'autre chose, et donc pour pouvoir s'adapter quand ils sont sur le marché de travail. C'est cette agilité-là qu'il faut créer. Maintenant, le côté technique doit être aussi, on doit habiller du côté organisationnel, donc des cours pour savoir comment faire le côté organisationnel, la gestion du risque au niveau des organisations, comment faire de la gouvernance avec la composante cybersécurité dans la gouvernance, ça devient un aspect important. Le côté sociétal aussi, parce que l'impact de la cybersécurité sur la société devient aussi important, à côté de compétences disons plus transversales, communication, etc., exact, qui sont des éléments importants. Donc voilà un programme
bien monté, entre autres, à quoi il va ressembler. Mais mieux que ça, la cybersécurité, ce n'est pas uniquement des concepts théoriques. Donc il faudrait qu'on ait des capacités de se mettre dans des situations réelles, des situations de gestion de crise. Et donc toutes les infrastructures, cyber range, salle d'immersion, donc avec il faut que le futur diplômé doit être capable d'affronter des crises et de gérer des crises, etc. Et il faudrait que les scénarios soient inspirés de ce qui existe dans l'industrie, et puis des vrais scénarios qui peuvent, c'est plus des exercices de 5-10 minutes, mais c'est des exercices qui peuvent durer 24 heures, etc., pour qu'ils sachent comment gérer une crise majeure en cybersécurité. Donc, voilà toutes les compétences qu'on aimerait, qu'on veut donner à des futurs diplômés. Et finalement, peut-être une orientation que nous avons donnée sur notre baccalauréat, qui est une orientation qui est par projet. Donc, on part sur des projets, sur des cas concrets industriels, à partir duquel nous montons nos formations. Enfin, les concepts sont autour des problématiques réelles inspirées de problématiques industrielles ou autres. Voilà. Il nous reste à peine 5 minutes, donc je vais en même temps inclure un aspect important par rapport à ce que vous venez de partager, justement, vu que Julie a le micro. Cette redéfinition aussi dans les relations de travail, parce que forcément, ces étudiants, ces personnes qui se forment chez vous vont rentrer dans le marché du travail, vont contribuer. Et donc, je suis impatient de vous entendre là-dessus, justement, en termes de relations de travail. Merci. Puis je voulais saluer vraiment les efforts que mon collègue fait à l'UQO pour la cybersécurité, la formation. Nous, en relations industrielles, on essaie aussi de former. Nous, on forme des agents de relations de travail, négociations collectives, mais aussi des gens spécialisés en santé et sécurité au travail. Et on sait que l'IA et ces outils-là peuvent amener des nouveaux risques psychosociaux. On forme aussi des gestionnaires et on forme des agents qui vont travailler dans les politiques publiques. Donc, on a l'occasion de toucher à plusieurs transformations du travail. Et moi, j'enseigne un cours sur l'IA et le travail et on se demande comment maintenir la qualité du travail dans cette transformation-là. Et on voit que les relations de travail, dans une gouvernance, comme je disais, élargie, on ne pourra pas passer à côté. On ne pourra pas passer aussi à côté de l'interdisciplinarité. Donc ça demande des nouvelles postures pour être capable de comprendre les chemins qui se passent entre ces débats-là au niveau technologique et la gestion. Et on se dit aussi qu'on a au Québec, je voulais terminer, sur des belles instances de concertation qu'on a au niveau des relations de travail. On a parlé des logiques sectorielles. Eh bien, on a on les appelle les CSMO, nos comités sectoriels de main-d'œuvre, où ce sont des organisations paritaires, où on a à la fois des représentants du patronat et des représentants des syndicats, et ils discutent des enjeux de main-d'œuvre. Et je pense que ce sont des beaux outils qu'on doit garder au Québec pour inclure justement comment on gère les risques à la sécurité, comment notre secteur est affecté et comment on peut se prémunir de manière concertée. Donc, pour moi, les relations de travail deviennent un incontournable, deviennent une façon d'inclure les partenaires, des lieux de discussion, puis de maintenir la qualité du travail. On a aussi des centres de recherche qui travaillent là-dessus. Il y a l'Observatoire international sur les impacts du numérique et de l'IA, donc auquel je fais partie, et on travaille là, dans l'axe travail à essayer de fédérer nos recherches, et on doit avoir plus de maillage aussi avec l'industrie. Donc, pour simplement terminer dans le temps imparti, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de cette discussion-là et d'ouvrir cette boîte-là dans les relations de travail. Merci beaucoup, Julie. Je pense que je vais ouvrir la période des questions. Donc, on pourra prendre 1-2 questions. Je vois le monsieur avec le costume beige ici. Merci. Bonjour, M. Milo. J'avais une question pour vous. Dans la réalité d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle puis les LLM, est-ce que vous remarquez que c'est encore beaucoup du social engineering ou de la pénétration de systèmes? Alors,
ça a commencé effectivement par le social engineering, à l'utilisation de bots pour justement faciliter, comme pour les entreprises classiques, faciliter la relation client. Là, c'est la relation victime, bien sûr, cyber-victime. Mais aujourd'hui, dans l'orchestration, comme j'ai dit, l'orchestration pure à travers une intelligence artificielle a commencé vraiment en 2017-2018. Donc aujourd'hui, on a autant, et puis j'aurais tendance à dire que aussi bien les scénarios de cyberfraude, les scénarios de cyberattaques multicouches sont maintenant déjà pris en compte par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire après la première cyberattaque, les phases de rançonnage qui ont dépassé les 5 phases de rançonnage différentes se transforment en cyberfraude avec la première, deuxième, troisième colonne de victimisation. L'axe de pénétration, je pense que c'est la démocratisation facile à travers l'humain et le fait que ChatGPT a été utilisé le jour suivant par des cybercriminels et cette démocratisation que nous avons eue du côté bleu, du côté gentil, naturellement, il s'est fait aussi vite du côté méchant. Je pourrais peut-être rajouter... On va devoir conclure malheureusement. Okay. Juste une petite parenthèse là. Mais c'est les deux côtés. Là. Le LLM peut être utilisé évidemment pour générer du spam. La qualité du spam elle a énormément augmenté avec les LLM. Mais les LLM aussi sont utilisés, sont très compétents d'un point de vue technique. D'ailleurs, j'ai un article que j'ai publié avec mes étudiants l'an passé dans une conférence où on a testé 5 LLM là, plus répandus sur le marché. D'un point de vue compétences et connaissances en cybersécurité, on leur a posé à peu près 5000 questions. C'est des questions qui ont été extraites à partir de certifications de cybersécurité. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point le LLM était compétent à répondre aux questions, non seulement des questions de base, et puis mais des questions de compétences. C'est-à-dire avec un scénario, qu'est-ce que tu peux faire dans ça, il va te donner le scénario d'attaque et tout. Donc, ça a rendu extrêmement... c'est un élément devient important pour les cyberattaquants. Kamel, merci beaucoup. Merci, on n'a pas pu prendre votre question, mais vous aurez l'occasion de leur poser des questions juste après. En tout cas, un grand merci Kamel, un grand merci Julie et un grand merci Bertrand. J'ai beaucoup apprécié partager ce moment avec vous. Et cette conversation va se poursuivre sur différentes plateformes et dans différents forums. En tout cas, voilà, je pense qu'ils sont encore là peut-être pour quelques minutes, donc n'hésitez pas à discuter avec les panélistes. Voilà. Donc, bonne journée à tous et à bientôt. Bye bye. Merci à tous. Donc, on prend une petite pause de retour à 9h30 et si vous voulez parler à nos panélistes, ils sont disponibles. Merci. Le CRIM est un centre de recherche appliqué en intelligence artificielle basé à Montréal. Depuis plus de 40 ans, le CRIM met la science au service de la société québécoise et canadienne. Le CRIM transforme les avancées scientifiques en solutions concrètes adaptées aux besoins de ses partenaires. Avec notre équipe de 60 experts, nous aidons les organisations à innover et à adopter l'IA de façon responsable pour renforcer la compétitivité des entreprises d'ici. In the heart of a continent brimming with opportunities, the University Mohammed VI Polytechnic, UM6P, aspires to establish itself as a hub of innovation and excellence. Rooted in the unique wealth and challenges of Africa, our institution embodies a forward-thinking vision of education, dedicated to applied research and innovation, with a steadfast focus on Africa's future. Our journey is one of boundless ambition. To prepare tomorrow's leaders, capable of turning the continent's complex challenges into opportunities for growth and sustainable development. Through a cutting-edge pedagogical approach, we embrace innovation and learning by doing, providing our students with the tools for a bright future. UM6P stands on the pillars of academic excellence, interdisciplinarity, and a commitment to entrepreneurship. Our goal: to act as a catalyst for change by shaping individuals who can actively contribute to the socio-economic development of Africa and beyond. Our public missions reflect our deep commitment to community well-being.
By focusing on key areas such as health, education, and the environment, we aim to deliver concrete and lasting solutions to the most pressing issues. Recognizing the immense